Et salut les amis. Alors comme vous le voyez, il y a encore toujours Sirfaren sur la chaîne parce que pour l'instant il est encore invaincu. Il a battu la plupart de nos decks contrôle ou agressifs, donc il faut bien qu'on trouve une solution. Et j'ai décidé de sortir Talia. Alors c'est un deck qui n'est pas très joué, on joue plutôt Isamoru en général en mono blanc. Moi je préfère largement Talia. Bon, non seulement parce que dans la boutique où on joue, on a beaucoup de decks contrôle, et en général, quand je joue Isamaru, j'avais toujours tendance à switcher de toute façon pour Talia, donc autant commencer directement la partie avec Talia. Allez, c'est parti. Ours commence sa partie avec un grand serpent Anorok. Donc il a beaucoup de créatures à un invoque afin que Sirfaren frappe au tour 3 et booste une petite créature. Donc voilà, Sirfaren tour 2. Moi au tour 1 j'ai posé mon golem à peau de glace. Et en toute logique je vais enchaîner avec une Talia. Voilà. Donc là ça va être assez difficile comme partie pour moi parce que en phase de bloc, je sais très bien qu'il va avoir beaucoup de boost et Sirfaren sera boosté ainsi que la créature qui sera à côté. Sauf que là il va devoir jouer les boosts avant que je décide de bloquer pour booster la créature qui sera à côté de Sirfaren. Donc il a posé un enchantement qui est super fort, c'est Saison de croissance. Ça permet que lorsqu'il va avoir une créature qui va arriver en jeu sous son contrôle, il va faire un Scry 1. Et lorsqu'il va cibler une créature, il va piocher une carte, sachant qu'il a beaucoup de boost de créatures, donc c'est vraiment parfait dans son jeu quand il commence la partie avec ça. Donc moi je continue à mettre un petit peu de pression avec le golem à peau de glace et un maréchal Benayan pour booster mes autres créatures. Du coup, Talia devient une 3-2 initiative, donc très bon bloqueur, mais il a tellement de boost que ça va être difficile. Allez, il pose un geste étrangle racine, et logiquement, il va attaquer avec tout. Il doit sûrement avoir un boost avec les scry qu'il a fait. Voilà, donc en effet, c'est ça, il attaque avec tout. Geste étant célérité, il peut directement attaquer. Et avant les bloqueurs, il doit donc désigner qui c'est qui est boosté par Sirfaren, et c'est le petit Anorok. Donc il booste avec l'aspect de l'hydre, Sirfaren, mais comme il l'a boosté après la phase de bloc, du coup la force de Sirfaren restera à 2 pour booster le petit Anorok. Du coup Anorok gagne plus 2, il passe 3-3, et je prends aussi 2 points de Jace, donc je prends 5. Et je perds Talia sur le coup. Après la mort de Talia m'arrange presque. Souvent on fait exprès de perdre sa propre Talia pour pouvoir lancer ensuite des sorts qui nous auraient coûté 1 de plus. Là en l'occurrence je vais pouvoir poser la vague de parallaxe et pouvoir faire une colère de dieu que sur le champ adverse. C'est une carte qui est extrêmement forte dans mono blanc. Ouais, donc je retire Sirfaren. Je préfère retirer ces créatures pendant mon tour parce qu'il a tellement de sorts qui permettent de rendre les créatures inciblables que je préfère faire comme ça. Donc là, je me suis trompé. Il prenait 7 points de dégâts et on a mis que 6 points de dégâts sur le score, mais vous verrez que ça n'a pas eu trop d'importance. Donc il pose une oie d'or. Donc très fort, sachant qu'il a un oasis qui permet de sacrifier et de booster une de ses créatures. Bon, juste une fois, mais ça peut faire assez de dégâts. Et ensuite, il veut faire la mutation avec le terrasseur de gemmes. Et du coup, vu qu'il cible une de ses créatures, il va piocher. Il va faire un... Oui, il va piocher, ouais. Et ensuite, je pense que je vais exiler l'oie d'or. Voilà, parce que si la mutation passe, de toute façon, la vague de parallaxe est détruite. Donc en réponse, hop, j'exile l'oie d'or. Du coup, le terrasseur de gemmes arrive en tant que créature 4-4. Il fait son scry 1. Il pose une mox d'ambre. C'est à moi. Il n'y a plus de marqueur sur la vague de parallaxe, donc j'ai plus qu'un seul tour avant que toutes ces créatures reviennent. Donc du coup à l'entretien, je vais chercher avec une préceptrice éclairée, je vais chercher JT. Le but du jeu, c'est que de toute façon je vois bien que je vais pas pouvoir le tuer ce tour-ci. Donc le but du jeu, c'est de commencer à préparer le retour de toutes ces créatures. Donc voilà, autant aller chercher JT. C'est plus efficace ici qu'une épée de festin de famine. J'aurais pas eu le temps de la poser ce tour-ci. Donc c'était le mieux.
Allez, j'équipe sur le golem à peau de glace JT et j'attaque avec 2 créatures. Donc ce coup-ci il prend bien 7 points de dégâts, donc si on avait bien compté tout à l'heure il sera 1. Donc ça ne change rien, je gagne 2 marqueurs. Et alors là, je gagne 2 marqueurs sur JT, pardon. Et là, à la phase de pioche, il révèle Revanche de la proie, donc c'est une carte miracle. Et du coup, ça donne plus 6 à son terrasseur de gemme, qui est donc 10-10 actuellement, et piétinement. Et toutes les créatures capables de le bloquer le font, mais bon, là, j'ai pas de créature. Donc voilà, il sait très bien que lui... Oula, il défausse le Spirit Guide Elf pour donner à nouveau plus 6, donc elle est 16-16. Donc je passe à -1, et en retirant un marqueur de JT, je passe à 1 point de vie. Donc vu qu'il a ciblé une de ses créatures, hop, il peut piocher une carte. Je passe à 1 point de vie, alors que j'étais quand même à peu près tranquille avec mes 15 points. À mon entretien, je perds la vague de parallaxe, il récupère toutes ses créatures sauf Anorok. Mais il retire ses cartes qu'il a oublié d'exiler tout à l'heure avec le Devenir Immense, qui était une carte fouille. Il récupère le Geist, il récupère Serfaren. Il fait du coup 3 Scry, parce qu'il y a donc 3 créatures qui sont arrivées en jeu. Donc là, ça va commencer à être compliqué pour moi. La boîte va être à 2 points de vie. Donc je repose Talia, sachant qu'elle a l'initiative. Je vais équiper JT dessus. Je peux pas me permettre d'attaquer avec le golem un peu de glace parce qu'il aurait pu bloquer avec son Geist et il serait revenu encore plus fort. Tout ça pour gagner 3 marqueurs sur JT, ça aurait rien changé, donc j'aurais eu une carte en moins en bloqueur. J'ai pas le choix. Mais du coup, ce que j'avais complètement oublié, c'était son Oasis. Et voilà, il n'a plus qu'à attaquer avec Loi d'Or qui est volante, à sacrifier son Oasis, à lui donner +3/+3. Et voilà, la première partie est finie. Alors que franchement, quand j'ai posé la vague de parallaxe, dans ma tête, je me suis dit, voilà, logiquement, c'est bon, je fais juste une vrasse chez lui. Il va plus avoir de créatures. Après, je vais chercher JT, donc j'ai bien récupéré. Mais c'est vrai que son attaque à 15, enfin à 16, pardon, ça fait extrêmement mal. On s'attend toujours à un boost qui peut faire +6/+6. Mais là, ça a été du +12/+12. C'était vraiment très difficile. Allez, seconde partie. Du coup, je pose le magistrat de Dranit à la place de poser Talia. Donc, en général, en tour 2, on pose toujours Talia. Mais là, exceptionnellement, quand on a un magistrat de Granit et en plus que l'on commence, c'est vraiment exceptionnel face à lui. Il peut plus jouer Sirfaren. Donc, il met un petit peu de pression avec le Santos équipé sur le Loi d'Or. Mais voilà, moi j'ai quand même le magistrat de Dranit sur la table. Je suis quand même tranquille. Je vais pouvoir commencer à poser mon plan de jeu. En plus, j'ai pioché un Archonte d'Emeria. Donc, elle est 3 invoques de 3 et on peut lancer qu'un seul sort par tour. Donc, il ne pourra pas lancer plusieurs boosts. Il ne pourra pas poser et une créature et lancer un boost. C'est terrain non basique. Bon, il n'a pas beaucoup, mais il va engager. Donc, très très bien. Et en plus, je vais pouvoir bloquer son Loi d'Or. Voilà. Donc, il pose un buveur de sort. C'est une fin de tour pour lui, donc lui il pense que du coup il va falloir booster au maximum son buveur de sort et essayer de me tuer ainsi. Mais pas de chance pour lui, j'ai pioché JT, j'équipe sur l'Archonte d'Emeria, j'attaque, il prend 2, il passe à 16, je gagne 2 marqueurs sur JT. Et j'ai pas voulu tuer de suite le petit bonhomme, j'ai préféré qu'il tape toutes ses manas pour être tranquille. Il crée un jeton de trésor et là en réponse je tue son buveur de sort qui ne peut pas protéger avec un sort, on ne sait jamais. Comme ça je gaspille pas de marqueurs de JT pour rien. Là il réfléchit un petit peu à tout ce qu'il peut faire et voilà, il a que des créatures en main, il a pas de boost, il peut en jouer qu'un seul par tour, voilà, JT va le tuer. Enfin, la combinaison entre JT, l'Archonte d'Emeria et le magistrat ça va le tuer, donc il préfère directement abandonner et on passe à la troisième. C'est ce que je dis en fait, c'est vraiment, Talia c'est pas vraiment un deck aggro, c'est plus un deck ce qu'on appelle un petit peu avec des taxes. On taxe adversaire, nous aussi, mais c'est souvent plus adversaire qui est peiné par les taxes qu'on va lui imposer. Donc c'est un deck un peu plus gestion en fait qu'un deck aggro.
tout en étant, tout en pouvant être un deck aggro face à un deck contrôle par exemple. Mais face à un deck créature comme Sirfaren, on joue un peu différemment. Donc voilà, donc tour 2 il a posé Sirfaren, tour 1 moi j'ai rien fait, je vais poser donc du coup Thalia. Et il a posé un parasite signaleur au premier tour. Là il vient de poser un mood KO, donc on va pouvoir encore inverser. Donc là il met les effets en fait dans la pile, il met d'abord l'effet de Sirfaren puis le parasite signaleur et on résout les effets dans l'autre sens. Donc du coup en fait le parasite donne un boost à Sirfaren qui passe 3 en force et ensuite Sirfaren donne sa force ensuite au parasite. Je bloque du coup Sirfaren avec ma Thalia mais il la rend indestructible. Du coup Sirfaren résiste, Thalia meurt et je prends 3 blessures du parasite signaleur. Alors oui, la carte qui me colle à la main à droite là, c'est le Sternen déchaîné. C'est une carte que j'ai voulu tester, c'est une sorte de Serra Angel. Pour 4 d'invoque, elle est donc 4-4 vol vigilance. Mais vous verrez plus tard que eh ben, ça peut être hyper intéressant face à un autre deck créature. Donc tour 2, j'ai posé Magistrat de Granit. Et sachant que j'ai un cercle de l'oubli en main, au tour suivant, en fait, enfin, au 4ème tour, j'espère en fait exiler Sirfaren. Donc là il m'attaque avec le mou de caveau, Sirfaren, le parasite, il refait encore le même effet pour la pile, donc l'effet de Sirfaren d'abord. Et il me fait gagner 3 points de vie et il fait gagner +4/+4 à Sirfaren. Du coup Sirfaren est quand même, donc du coup 4, il est 7 en force. Du coup le parasite lui aussi. Donc je bloque donc je bloque le Sirfaren avec le magistrat. Mais après je prends tout le reste, ça fait très mal. Et il pose encore une petite créature, 1-1. Donc je suis à 9, j'ai plus de créatures sur la table. Il en a 3 plus une 4ème potentielle avec le mou de caveau. Heureusement pour moi, j'ai la Parallax Wave encore qui arrive. Je vais pouvoir un petit peu repousser l'échéance de ma mort. Là j'ai fait l'erreur de lui laisser un tour avec ses terrains dégagés. Parce que du coup il peut les rendre incibles ces créatures avec beaucoup d'effets. Donc j'aurais dû en fait exiler ces créatures à mon tour. Heureusement pour moi, il ne l'avait pas ou il les a pas utilisés. En tout cas c'est ces sorts qui rendent ces créatures inciblables. Donc j'exile d'abord Sirfaren, j'exile ensuite le petit Anorok qui lui va revenir 0-0 donc on ne le verra plus jamais. Et je laisse du coup le parasite parce que tant qu'il active pas mot de caveau pour une attaque, je suis tranquille. Allez, il pose Ronas, l'indomptable, qui pourra booster le parasite ou qui pourra booster le mot de caveau s'il commence à avoir un peu plus de terrain. Et en plus quand il va booster notre créature, cette créature va gagner aussi le piétinement. Mais il faut qu'il y ait une créature qui a 4 en force pour que lui en tout cas puisse attaquer. Pour l'instant il n'est que 4 mana, donc je suis à peu près tranquille. Allez, je pose un Mystique Forge Pierre. Comme d'habitude, je vais chercher JT. J'ai pas le temps de poser l'épée de Festin de Famine. Le JT est bien plus efficace contre lui. Donc là, aucun intérêt de poser JT maintenant parce que je peux pas le poser et l'équiper. Donc autant poser un cercle de l'oubli directement sur son Ronas. Comme ça, je suis tranquille à nouveau un tour de plus. Alors là il pose rancœur sur le parasite. J'ai hésité en réponse à l'exiler avec la vague de parallaxe. Ça m'aurait permis de plus jamais revoir le rancœur. Mais le problème c'est que du coup on allait avoir Sirfaren qui allait revenir plus tôt. Et je voulais retarder au maximum son retour. Et gagner un maximum de marqueurs sur JT en attendant. Donc du coup j'ai préféré laisser la rancœur. Et je me suis dit tant pis, je vais essayer de gérer toutes ces créatures en attendant une par une. Donc du coup j'équipe JT sur la Stoneforge Mystique, j'attaque, je mets qu'un seul point mais je gagne surtout 2 marqueurs sur JT, c'est ça le plus important. Et je vais poser le fameux Isamaru, qui est souvent plus joué que Thalia. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, ours? Allez hop, il active son mot de caveau. Profite que j'ai pas beaucoup de marqueurs. En réponse à cette déclaration phase attaque, je vais tuer le parasite.
Comme ça le Moudkavo ne pourra pas être boosté. Et je pourrais le tuer avec Isamaru. Du coup, il repousse sa phase d'attaque et en seconde phase principale, il pose le champion Feuillacier qui est 5-4. Allez, je dégage. Dernier tour où je peux retirer un marqueur de la vague de parallaxe. Donc prochain tour, Siafaren va revenir. Il faut que je me dépêche à gagner des marqueurs sur JT. J'ai pas mal de bonnes solutions en main quand même. J'ai le prince charmant pour gagner de la vie. J'ai le Captain Ranger d'Eos d'ailleurs que je pose pour aller chercher une mer de runes en général. C'est la carte qu'on va chercher. Ça permet de protéger nos créatures mais aussi de les rendre imbloquables si on veut vraiment finir la partie. Donc voilà, en toute logique, je suis allé chercher la mer des runes. Donc j'attaque, et là j'ai fait une erreur en fait, vu qu'il bloque avec la créature 5-4, j'aurais dû enlever un marqueur pour lui donner +2/+2. Et ensuite, alors vu qu'elle aurait pris 3 blessures, sa créature, j'aurais plus qu'un seul marqueur à enlever pour achever. Alors en fait j'ai juste attendu la fin de phase de combat, et à ce moment là ensuite j'ai retiré 2 marqueurs pour faire -2/-2 à la créature. C'était une erreur, j'ai gaspillé un marqueur sur JT. Après il a tellement de surprises avec ses boosts que voilà, c'est toujours très difficile de savoir comment jouer contre lui. Il y a plein de cartes qui peuvent booster ses créatures pour 0 d'invoque. Allez, pose de Yorvo. Donc il est 4-4. Allez hop, à l'entretien. Il récupère son Siafaren. Et là en fait il a mis un marqueur sur Siafaren alors qu'en fait le marqueur allait sur Yorvo. Bon ça, vous remarquerez qu'après ça va pas spécialement changer grand chose. Mais c'est vrai qu'il faudra qu'on fasse plus attention à ce genre de choses. Bon moi je connaissais pas vraiment les cartes. Puis je vous dis, après une longue partie, c'est vrai que j'ai squeezé toutes les parties de réflexion. Mais la partie dure beaucoup plus longtemps normalement. Il y a beaucoup de phases de réflexion que j'ai accéléré. Pour pas que vous regardiez juste deux joueurs réfléchir comme des cons. Du coup j'attaque avec Isamaru équipé de JT. Il bloque avec son Moudkavo. Là il a eu peur que je fasse des boosts. Donc il a préféré tant pis perdre son terrain. Moi j'ai gagné un marqueur, enfin 2 marqueurs sur JT. Moudkavo étant incolore, je pouvais pas le protéger de toute façon avec la mer des ruines. Voilà pourquoi tout à l'heure j'aurais préféré aller chercher en fait l'autre protectrice. Mais c'est pas grave. Du coup je mets une carte en prédiction, donc le fameux Sternum déchaîné. J'ai gagné mes 3 points de vie avec le prince charmant et j'équipe ma créature 3-3 avec JT. Donc je suis à 7 points de vie, mais franchement le fait d'avoir donc du coup JT avec 2 marqueurs dessus. Ah oui c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait rancœur du coup dans sa main. Là il a pas attaqué, parce que s'il avait attaqué en fait j'aurais pu très bien bloquer Yorvo avec mon 3-3, le booster en 7-7. Et donc du coup lui tuer son Yorvo, j'aurais pu tuer ensuite Siafaren si j'avais aussi attaqué. Après c'est vrai qu'il aurait pu mettre du coup 3 points de plus en piétinement. Donc il a hésité, il s'est dit je vais encore attendre un tour. Et en fait ça a peut-être été une erreur de sa part parce que du coup la carte qui était en prédiction, je peux enfin la jouer, il la connaissait pas. Donc ça m'a permis de poser 3 créatures ange 4-4 vol et vigilance. Et autant au début j'ai hésité plus d'une fois à la poser en tant que créature 4-4. Je me suis dit j'avais tellement de piocher de terrain qu'au bout d'un moment elle va être plus rentable comme ça. Et en effet donc là c'est vraiment rentable. Mais vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette carte. Personnellement même si dans cette partie là elle m'a quand même bien aidé, je pense que c'est un petit peu trop lourd pour le jeu. On joue en général entre 37 et 38 terrains dans un tel deck. Avoir des créatures à 4 invoques ou même du coup un sort à plus, c'est peut-être pas utile. Hein, donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette carte. Donc là il rattaque avec Siafaren et avec Urvo. Et en plus il booste Siafaren toujours avec l'aspect de l'hydre. Il lui donne +6/+6. Et du coup on a un Siafaren qui est 9-9 et un Urvo qui est 15-13 piétinement. Donc Siafaren
ça c'est pas trop grave, on peut le gérer avec une simple créature vu qu'il n'est pas piétinement. En revanche, Lurvo, il est 15-13 piétinement, donc j'ai pas le choix, je vais mettre mes 3 anges dessus pour être tranquille, et ainsi que le 3-3 équipé de JT pour gagner donc 2 marqueurs sur JT. Et ensuite, je vais protéger mon 3-3. Et hop, en seconde phase principale, il repose le rancœur sur Sirfaren. Allez, c'est à moi. Donc finalement, je me rends compte d'avoir protégé ma créature 3-3 plutôt qu'un ange lorsqu'il y a eu l'assignation des blessures. C'était plus intéressant, comme ça j'aurais pas besoin de déplacer en fait JT sur un ange. Et j'ai pas beaucoup de terrain, vous allez voir que je vais vraiment tous en avoir besoin. Donc j'attaque avec l'ange 4-4 et mon capitaine de Ranger d'Eos. Je regagne 2 marqueurs sur JT. Pour 4 mana, je repose Talia. Pour 2 mana, je déplace JT sur Talia, qui en plus initiative. Donc parfait. Hop. Je pose le terrain que je viens de piocher. Et je vais pouvoir comme ça activer le bastion de marche vivre. Donc mon terrain animal en créature de 3. En cas de grosse phase d'attaque adverse. Sachant que je suis qu'à 7, mais je suis quand même pas mal. Voilà, il a une créature sérété, j'ai eu bien fait de faire ce play. Donc Sirfaren du coup équipé avec Rancœur et 5-3. Il m'attaque avec les 2 créatures. Je booste Talia qui passe du coup 4-3 initiative. Donc elle peut tuer Sirfaren en initiative. Et je vais animer mon terrain pour pouvoir bloquer le Geist. Je sais pas si on dit Geist ou si on dit Jace d'ailleurs. Voilà, il est pas piétinement, donc du coup j'ai pas de crainte à avoir de lui. Talia tue en priorité Sirfaren avant qu'elle affiche ses blessures, donc pas de blessure de piétinement. Je gagne 2 marqueurs sur JT. Le bastion de marche vivant, j'aurais pu le sauver avec la mer des runes, mais je me dis non, tant pis, je préfère garder la mer des runes, on sait jamais s'il a un sort qui permet de faire se battre des créatures. Je vais à tout prix garder mes créatures, parce que si mes calculs sont bons, au tour suivant je peux le tuer. Il a plus qu'une carte en main, il a reposé Sirfaren, donc il peut quand même avoir un boost pour 0 Navok. Il en reste 2 encore. Mais logiquement, il y en a un qu'il faut qu'il fasse convocation. Et il y en a un qui lui fait perdre 2 points de vie. Donc si mes calculs sont bons, si j'attaque avec toutes mes créatures, donc le capitaine qui est 3-3, l'ange qui est 4-4 et du coup en sacrifiant les 3 marqueurs sur JT il va passer 10-10. Oui 10-10 c'est ça ouais. Plus Talia, même si l'on bloque le capitaine, il prend 12 et c'est parfait. Et une partie très difficile pour moi, mais très intéressante pour vous, j'espère à regarder. C'était pas un viol comme d'habitude. Et la semaine prochaine, on va donc du coup retrouver Talia. Je sais pas encore opposer à quel deck. Voilà, allez à bientôt, bye bye.